J'enregistre. Recording in progress. Voilà, je crois que c'est tout bon. Donc voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de talents à libérer. Donc, on a le plaisir de recevoir Guilhem Lavabre, et François Morage, qui est un ancien collègue de la SNCF. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui. On va vous parler de talents à libérer. Hier soir, nous avions un CNA en scène où on parlait plutôt de transformation digitale. Extrêmement intéressant, d'acheteurs augmentés, d'intelligence artificielle, etc. Mais comme vous l'évoquez, Guilhem et François, il y a beaucoup de choses au-delà de ça. Il y a des ressources humaines, des talents qui sont à libérer. L'acheteur a vraiment un positionnement, j'allais dire, au carrefour de l'externe. On parle beaucoup de relations avec ses fournisseurs, mais également avec l'interne. On est un levier extrêmement important. Et en même temps, voilà, ce sont des choses que ne sont peut-être pas non plus totalement mises en avant pour diverses raisons. Donc, Guilhem, vous allez nous présenter, je crois, un livre blanc que vous avez sorti sur le sujet, un sujet sur lequel qui vous tient très à cœur, ou sur lequel vous avez travaillé aussi avec un certain nombre de directeurs achats de grandes organisations sur le changement, la transformation. Donc, sans tarder, je vous laisse vous présenter l'un et l'autre et on va démarrer la présentation. D'accord, merci Nathalie. Donc, très rapidement, je rebondis puisque vous m'avez donné la parole. Après, je la passe à François rapidement. Donc, voilà, je suis un directeur associé dans une boîte qui s'appelle TNP. Et en fait, j'ai 30 et quelques années, on va jeter un voile pudique sur les quelques, d'expérience dans les achats intégralement. Je suis tombé dedans tout petit. Et donc, avec des passages dans l'opérationnel, dans le management opérationnel, évidemment dans le conseil. Et simplement, j'explique en 2 mots pourquoi, en fait, pourquoi ce sujet, pourquoi ce livre blanc. Ça vient d'un constat, et en fait une conviction même, qui est que dans la plupart des organisations achats, maintenant, on va dire que les bonnes pratiques sont peu ou prou en place. Il y a presque un phénomène un peu de plateau en termes de valeur ajoutée, alors qu'il y a des grosses attentes de la part du business, etc. Souvent implicites d'ailleurs, plus que explicites, mais en tout cas, elles existent. Et donc, l'idée, c'est comment on va aller au-delà, comment on passe au-delà en termes de niveau de valeur ajoutée. Et la conviction forte, en fait, que j'ai construite au cours des dernières années, c'est de dire les deux freins aujourd'hui, c'est d'une part la digitalisation. En fait, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais tout ce qui va avoir trait en fait, à la création, l'accès à la donnée, le traitement de la donnée, etc. Et également, l'autre frein, je dirais, c'est un petit peu un positionnement, euh, une vision en fait de son rôle qu'ont les professionnels de l'achat et qui est en gros de en fait faire pour le mieux, de bien acheter et pas nécessairement justement de chercher à apporter, à aller au-delà en termes de niveau de valeur ajoutée. Donc en fait, on a traité un peu les deux sujets ainsi que d'autres. Et ce sujet sur la transformation en fait, du positionnement, de la vision de son rôle, etc., des ressources humaines aux achats, en fait, ça nous a donné l'idée d'aller en parler parce que ça nous tenait à cœur un certain nombre de dirigeants de la fonction achat, dont François Morage à côté de moi aujourd'hui, et qu'on a fait pour ceux qui nous ont apporté un éclairage assez original, je dirais. On a voulu intégrer leurs témoignages dans ce livre blanc. Et aujourd'hui, en fait, l'objet de ce webinaire, c'est de partager avec vous les grandes lignes, en l'occurrence, de ces axes de transformation achat, tels qu'on a pu les définir suite à tous ces échanges, etc., et qui reflètent aussi nos convictions propres, évidemment. Et donc en fait, on se connaissait déjà depuis longtemps avec François, mais on a ouvert cette discussion et on croit connaître les gens, et en fait, on ne les connaît pas vraiment, parce que là, j'ai réalisé à quel point François a fait des choses originales et sincèrement auxquelles je n'aurais jamais pensé personnellement, même si j'y consacre du temps à penser à ces choses-là. Et du coup, le voici avec nous. Donc à mon tour, bonjour à toutes et à tous. Donc François, moi j'ai comme Guilhem, 30 ans plus d'expérience à 100% dans les achats, un petit passage dans l'industrie plutôt typé frais généraux, un passage dans l'automobile où j'ai couvert les univers de la production, du programme et de la direction de business unit, et ensuite 12 ans chez SNCF, où j'étais en charge tout d'abord des achats centraux et stratégiques, puis de la création de la direction de SNCF, des achats de SNCF Infra, puis de SNCF Réseau. Ça fait 3 ans maintenant que je suis au gré des missions, manager de transition ou senior advisor. Et donc, j'étais
très content de rejoindre l'équipe de discussion qu'a créée Guillaume. Voilà, écoutez, sans plus attendre, à ce moment-là, on va peut-être commencer notre petit exposé. Alors, comme je le disais, n'hésitez pas à intervenir, à nous poser des questions au fur et à mesure. Je trouve ça assez sympa de le faire en live plutôt que de tout garder à la fin. Est-ce que, voilà, donc vous voyez mon écran. C'est parfait. Et donc, allons-y. Voilà, donc en fait, on a essayé un petit peu de résumer ça au travers de 5 talents, comme on a dit, donc, qui sont, encore une fois, c'est ceux qu'on a traités dans ce livre blanc. Alors, il y a une forme d'ordre un petit peu logique, entre guillemets, donc le talent du service. Donc là, évidemment, on cherche à apporter davantage de valeur ajoutée et la façon de l'apporter, c'est d'apporter un service supplémentaire par rapport à la mission que je qualifierais un peu de base. Et quand je dis de base, ce n'est pas pour minimiser son importance, hein. Mais en fait, donc, il s'agit d'aller définir quel service on va pouvoir apporter pour justement être plus en soutien et en support du business. Alors, je ne veux pas rentrer dans un mode de tout est un tout et tout est dans tout, mais il y a quand même un lien fort avec d'autres considérations telles que la digitalisation. Et donc, le deuxième axe, c'est vraiment celui qu'on a appelé le talent de l'information. Où là, en fait, l'idée, alors c'est marrant, on en parlait avec Nathalie juste avant, donc devenir un acheteur augmenté. L'objectif, c'est quoi? C'est pas en soi d'être un acheteur augmenté, mais l'objectif, c'est d'avoir davantage de valeur ajoutée en termes d'être une source d'intelligence pour le business. Donc après, c'est aussi une question qui est un peu essentielle, si je puis dire. Moi, ça m'arrive souvent d'en parler. Dans des interactions avec des groupes d'acheteurs, et notamment, j'étais aussi, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai fait de la formation aussi. Et donc, de dire, mais finalement, en fait, nous, c'est pas à nous d'acheter, c'est le business qui a besoin d'acheter. Et nous, on est juste là pour faciliter et faire en sorte que ça soit fait pour le mieux. Et une façon de le faire, puisque in fine, ça sera le business qui va prendre les décisions, sont les gens qui ont les budgets qui doivent prendre les décisions et pas les acheteurs. Quand je dis ça, en général, il y a un peu un frémissement dans l'auditoire. Voilà, ce n'est pas aux acheteurs de décider de ce qu'on doit acheter, etc. Eux, ils sont juste là pour aider à ce que ça soit fait pour le mieux. Et pour ce faire, en fait, l'idée, c'est justement d'apporter cette intelligence business, cette compréhension en fait des tenants, des aboutissants, des risques, des opportunités, etc., etc. Et donc, quand on dit ça, en fait, quelque part, ça revient justement un petit peu à la vision d'ensemble qui est de dire, en fait, au lieu d'être simplement un bon acheteur, l'idée, c'est de devenir un influenceur. Et puisque c'est au business de prendre les décisions, mais en fait, vous voulez que la décision, ça soit celle qui vous semble la meilleure. Et la façon de faire en sorte que le business prenne la bonne décision, c'est de l'influencer. Et pour ça, le mieux, c'est d'être une source d'intelligence business. Alors, le troisième axe, c'est le talent du collectif. Donc là, c'est vraiment l'idée de sortir un petit peu des modes de fonctionnement qu'on a traditionnellement. Moi, je dois reconnaître très modestement que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience seulement récemment. C'est de la puissance, justement, de sortir de ces fonctionnements dans lesquels on dit, voilà, moi, je suis en charge d'une famille d'achat, d'une catégorie d'achat, par exemple, où j'interviens parce que je suis acheteur projet, j'interviens sur ce projet, etc. Et en fait, c'est un travail qui est à la fois, paradoxalement, le travail des professionnels des achats, qui est avec beaucoup d'interactions en interne, en externe, etc. Mais où finalement, on travaille un peu sur son dossier, sur son projet, et c'est un peu un dossier, une tête. Et l'idée, c'est de sortir de ce mode de fonctionnement-là. Et là, vous avez une démultiplication en termes d'intelligence, etc., qui est phénoménale. Et moi, encore une fois, je le dis, je l'ai découvert, entre guillemets, que récemment. Mais, et ça ne se fait pas tout seul non plus. Alors, le quatrième point, c'est le talent de la diversité. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qui rejoint aussi un peu d'ailleurs le troisième. Si vous avez Dupont et Dupont, c'est moins bien que Tintin et le capitaine Haddock. C'est tout. Ça en fait, c'est la diversité, c'est la richesse, entre guillemets, des différentes composantes, des personnalités, des compétences, etc., mis ensemble. Et donc, il faut la rechercher, cette diversité. Et c'est ça le message. Le message, c'est parce qu'évidemment, j'enfonce une porte ouverte en disant que la diversité, c'est mieux que l'inverse, que l'absence de diversité. Par contre, le message, c'est de dire il faut vraiment la rechercher, il faut la développer, cette diversité.
Et puis en dernier, pour un peu boucler la boucle avec le fait de devenir un peu un prestataire de service pour ses clients internes, ben, c'est qu'il faut les vendre, les services. Et là, il y a toute une démarche. Je reviens un petit peu au terme d'influenceur. Il y a une attitude, il y a un positionnement où, en fait, c'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles aux acheteurs, évidemment, outre le fait que les acheteurs ont un operating system qui fait qu'ils se voient du bon côté de la table. Ils pensent que de toute façon, les achats, c'est eux. Voilà, les achats, ça passe par moi, c'est moi. Et donc, il faut inverser un peu tout ça et se mettre dans des postures plus d'écoute, de curiosité, etc. Mais avec aussi des techniques de vente qui doivent être connues et qui ne soient pas nécessairement à mettre en avant de façon explicite, mais que les acheteurs qui deviennent vraiment des vrais influenceurs doivent connaître et, si possible, arriver à mettre en œuvre. Donc voilà, en fait, j'ai tout dit. Après, on va juste creuser un petit peu sur chaque point. Mais si vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas convaincu à ce stade, vous pouvez nous quitter parce qu'en fait, je ne vais faire on va faire que se répéter. Mais heureusement, François va nous apporter aussi des exemples très concrets en fait de tout ça. Mais en tout cas, merci Guilhem. Moi, je trouve que, ce que vous dites là, j'y crois très fermement. Je pense qu'on est vraiment, mais on a besoin de prendre conscience de tout ça. Je crois qu'il y a des moments où, mais c'est voilà le fait effectivement de pouvoir travailler, de prendre conscience de ces différentes choses, permettent aussi individuellement et collectivement de donner beaucoup plus et de s'apporter aussi beaucoup plus en termes de motivation, de reconnaissance sur un certain nombre de sujets. Notre métier d'acheteur, il va bien au-delà de la partie information. Peut-être qu'on aurait peut-être, il y a peut-être certains domaines où on va plus actuellement. Et le fait d'être conscient, ça, c'est presque mon côté coach, voilà, parce que j'ai souhaité, moi, après avoir travaillé pendant plus d'une douzaine d'années, justement, au sein de la direction des achats du groupe SNCF, j'ai souhaité travailler effectivement sur ce côté talent, ressources. Et c'est déjà très important individuellement d'en être conscient et de travailler ces points-là. Allez-y, continuez. Merci, merci Nathalie. Ok, donc en fait le premier, donc le talent du service. En fait, l'idée ici, il y a plusieurs choses, mais notamment ce que je mettais un peu en tête là. Bon, je fais exprès d'être un peu provocateur dans ce que j'écris, vous allez voir, mais c'est pour que ça percute un peu plus. Donc, faire une croix sur le transactionnel, c'est en fait de dire, en particulier, on ne fait pas une discussion aujourd'hui sur la digitalisation, mais le transactionnel, clairement, avec la digitalisation, tout ce qui est en train d'arriver et qui va arriver, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en donne la peine ou pas, ça va finir par arriver. Si on ne s'en donne pas la peine, ça sera juste un peu plus tard et on en sera victime. Il vaut mieux essayer de prendre les devants et maîtriser la chose. Mais donc, l'idée, c'est ça, c'est de dire, en fait, quand on dit le transactionnel, ce n'est pas simplement la fonction appro, ce n'est pas ça dont on parle. Le transactionnel, pour moi, c'est tiens, voilà, Dominique, vous avez besoin de tel produit ou de tel service, vous vous adressez à moi parce que c'est moi la fonction achat, puis moi je vais vous le procurer. C'est ça le transactionnel. Et ça, l'idée, c'est de dire, faut essayer de passer un petit peu au-delà. Quand on dit faire une croix, c'est ça un peu le principe. Et donc aller au-delà du régalien. Alors, ce que j'entends par le régalien, c'est en fait les attributs de la fonction qui sont notamment cette fameuse séparation en fait entre prescripteur et acheteur et payeur, puisque c'est le fameux triptyque. Donc c'est un peu ça l'idée du régalien, et qui fait que du coup, on s'approprie, on devient un peu le gardien de la fonction, le gardien de l'acte d'achat, et qui s'explique et qui s'est expliqué dans la création de la fonction achat plusieurs décennies en arrière. On est resté sur ces modèles-là, et si on veut justement aller au-delà en termes de valeur ajoutée, l'idée, c'est de ne pas rester cantonné à ces modèles-là. Je vais essayer de développer un peu plus. Ça, c'est une première dimension dans le régalien, la dimension du contrôle, justement. Et donc, le contrôle, en fait, jusqu'ici, on n'avait pas d'outil de visibilité. Et c'était compliqué quand même pour voir réellement ce qui se passait. Alors que maintenant, donc, grâce à la digitalisation, donc, je prends l'exemple comme ça des marketplaces, qui est un exemple aussi qui me tient pas mal à cœur. En fait, on connaît des expériences qui ne sont pas d'ailleurs des choses nécessairement dans lesquelles nous, TNP, on a eu quoi que ce soit à voir, mais il y a eu de très belles expériences de mise en place de marketplace
Et en fait, la marketplace, ça consiste à quoi? Ça consiste à rendre l'acte d'achat aux, aux utilisateurs, finalement, dans le business. Et donc là, finalement, on s'est dit, bah, on perd le contrôle. Oula, attention, je vais perdre le contrôle. Et nous, c'est la réaction qu'on a de 90% des dirigeants de fonction achat avec qui on parle du sujet. Alors, ils le disent de façon très, très explicite ou pas, mais on sent bien qu'il y a ce problème-là. Et on l'a encore plus, d'ailleurs, du côté des directions financières. Alors, elles sont paniquées à l'idée de laisser les gens acheter, quoi. Et en fait, donc, il y a tout ce processus avec des validations avant, etc., etc. Et là, à partir du moment où vous mettez en place des outils tels que les marketplaces, mais ce n'est pas la seule réponse possible, en fait, vous avez une très forte visibilité, vous avez une visibilité complète. Et ce qui fait que, de toute façon, déjà, premièrement, les gens ont tendance à avoir un comportement vertueux en général, mais en plus, consciemment ou inconsciemment, ils savent que cette visibilité fait que s'il y a des audits, si on essaye de voir un petit peu ce qui se passe, si on essaye d'analyser la donnée, justement, ben, en fait, le contrôle, il est plus nécessaire parce qu'il va se faire a posteriori, etc. Et du coup, on revient à une forme de fluidité, en fait, de l'acte d'achat et à une simplicité pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un premier élément, par exemple. La Juste, couverture. Guilhem, Ouais, une petite question d'Agnès. Bah, ouais, Agnès, allez-y, enfin, vous pouvez ouais. prendre la parole. Oui, enfin, sur le contrôle et la visibilité, je suis d'accord avec ce que vous dites. D'un autre côté, moi, j'ai plutôt l'expérience inverse qui est plus je donne de la visibilité sur ce que je fais, les résultats et la contribution en termes de valeur et pas juste en termes de productivité de l'équipe achat. Et finalement, moins le contrôle est serré, rigide, etc. Parce qu'en fait, on rassure, on donne à voir ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et du coup, c'est plutôt rassurant pour l'organisation, le comité de direction, la finance, etc. Mais alors, je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est tellement vrai, quoi. C'est totalement vrai. Et d'ailleurs, c'est un petit peu là, mais ça n'est que un petit peu d'ailleurs ce que je voulais dire. Donc, merci pour votre témoignage, parce que c'était une dimension qui, moi, me semble essentielle et je le dis en toute modestie, à côté de laquelle j'allais passer, hein. Et, euh, et là, en fait, ça rejoint un tout petit peu là, quand j'ai couverture, proximité, c'est ça, c'est de dire la partie de gauche, hein, contrôle, couverture, ça relève du régalien. Proximité, c'est ça, vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt, mais vraiment prêt. Je veux dire, vous passez du temps avec les parties prenantes, vos collègues, etc., dans le business, en interne et tout. Et cette notion derrière de dire il faut que j'étende la couverture achat, mais elle devient presque sans objet, quoi. Et comme vous venez de le dire, du coup, même cette partie un petit peu de contrôle, euh, en fait, qui relève presque d'un manque de confiance, finalement, si on le fait, bah, elle devient plus nécessaire, quoi. Et comme vous dites, par contre, le côté j'explique tout ce que je fais, et là, je vais demander à François de témoigner parce que c'était super intéressant ce qu'il a fait à ce sujet-là. Mais j'explique tout ce que je fais, etc. Euh, et même je demande qu'est-ce que je dois faire, en fait. Ça, c'est un truc où on sort complètement des logiques de contrôle de couverture. C'est-à-dire, sur justement la façon dont, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la façon dont tu as interagi avec les directeurs des autres entités, entre guillemets, chez SNCF Réseau. Oui, alors je le dis une fois pour ne pas le dire 5 fois. Le témoignage que je vais avoir, il est principalement dans l'univers de SNCF Infrastructure puis Réseau, et donc sur un espace-temps qui va de 2013 à 2020. C'est moi qui l'ai contraint à ça, parce qu'il a plus d'expérience que ça, mais je trouve que c'est plus simple si on reste dans un même environnement, parce qu'évidemment, à chaque fois, les témoignages vont dépendre de l'environnement. Donc, j'ai imposé un peu ça. Mais j'ai l'habitude de ne pas obéir. Oui, alors en fait, deux cas de figure qui résument bien les deux cas qu'on voit là. En 2013, on décide de créer SNCF Infrastructure pour préparer la fusion avec RFF. Là, c'est la direction des achats, totalement régalienne, groupe, qui crée une direction des achats avec des catégories managers, avec des entités de production. Et on vient amener notre compétence d'acheteur à l'infrastructure. Et donc, avec toute une batterie de reporting, effectivement, de KPIs et de revoyures avec eux pour bien les rassurer sur le fait que l'organisation qu'on va leur donner, nous les experts, est une bonne organisation. 2015 arrive la fusion entre SNCF Infrastructure, qui est une grosse usine, c'est plus de 50 000 personnes, c'est la maintenance de tout le réseau ferré, plus de 30 000 km, c'est l'operating du réseau, tout ce qui est train qui circule. De l'autre côté, RFF, 2500 cadres, dont l'objet principal est de réfléchir au futur réseau, au réseau de demain et à son développement, donc les lignes à grande vitesse et compagnie. Donc vous vous dites bien que là, votre modèle
il va convenir à l'un mais pas à l'autre, ou à l'autre mais pas à l'un. Donc la démarche qu'on a entreprise, c'est de faire le tour des nouveaux membres de COMEX, ou dont certains qu'on ne connaissait pas du tout, et de leur dire quelles sont vos attentes. Pour vous, c'est quoi une direction des achats efficace? À quel titre vous considérez qu'elle vous rendra un service? Et donc avec ça, avec cette approche-là, on a pu construire avec eux la direction des achats qu'ils souhaitaient et dont ils pensaient qu'elle leur serait utile. Donc là, déjà, on a eu un premier petit décrochage avec la partie holding des achats groupes, puisqu'on a créé des métiers spécifiques à l'infrastructure. La deuxième phase de cette approche-là, ça a été de leur dire, écoutez, puisque c'est vous qui l'avez construite, cette direction des achats, ou tout au moins qu'on l'a construite sur vos indications, on va vous demander de la piloter. Donc, vous demandez de la piloter, c'est quoi? C'est on crée un comité de pilotage de la fonction achat, dans lequel, de façon régulière, donc c'est le COMEX, dans lequel, de façon régulière, j'interviens pour leur dire, voilà, votre feuille de route de départ, c'était celle-ci. On a l'impression que vous évoluez de cette façon-là, que la stratégie de l'entreprise change, que ses priorités changent. Et nous, on pense que la meilleure réponse qu'on puisse vous apporter, c'est celle-ci. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé le rapport avec le COMEX, puisque le COMEX est devenu notre comité de direction. C'est eux qui ont décidé de l'évolution de la direction des achats et nous, on a juste amené une expertise d'achat en leur disant l'option qu'on vous propose, c'est plutôt la A que la B. Voilà, et donc là, c'est vraiment une logique, enfin, c'est un état d'esprit qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est justement, dès le départ, un état d'esprit de positionnement en prestataire de service. C'est dites-moi ce que je peux faire pour vous. En fait, c'est ça, le truc. Plutôt que, et c'est pas si évident, quand on le dit comme ça, c'est évident, mais enfin, moi, j'ai pris des jobs de dirigeant de fonction achat dans le passé, et je dois reconnaître que moi, j'étais plutôt dans un trip comment bien faire, comment améliorer la performance des achats, alors que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'aller voir justement ces clients internes, entre guillemets. Explique-moi ta vie, explique-moi ton business, et dis-moi ce que je peux faire pour toi, quoi. Ou de le trouver soi-même, d'ailleurs, le plus souvent. Donc, si j'avance un peu là-dessus, là aussi, ça, c'est une notion qui est un petit peu provocatrice, si je puis dire, enfin, sujette à débat. C'est l'idée de dire, encore une fois, les achats qui se positionnent un peu en gatekeeper, dans les deux sens, C'est-à-dire, vous, en interne, là, mes collègues, là, qui n'êtes pas de la fonction achat, si vous avez besoin de quelque chose, vous passez par moi, s'il vous plaît. Et puis, alors, côté fournisseur, c'est pareil, quoi. Non, tu ne vas pas parler à des gens qui ne sont pas aux achats, là, en interne, parce que tu bypasses les achats, ça ne va pas du tout, etc. Et Dieu sait si ça, moi, je l'ai connu dans certains environnements, des positionnements comme ça. Et là, l'idée, c'est de dire, si je dois m'imposer comme passage obligé, c'est quelque part, ça ne vient pas naturellement aux gens. Et si ça ne vient pas naturellement aux gens, c'est peut-être parce que, en fait, je ne leur sers pas à grand-chose ou je n'apporte pas grand-chose comme valeur ajoutée. Et par contre, si je leur apporte de la valeur ajoutée, aussi bien aux fournisseurs qu'en interne, ils vont m'utiliser, ils vont passer par moi et je serai dans la boucle, entre guillemets. Mais je ne me positionne pas dans la boucle comme étant ça doit passer par moi, puis dans l'autre sens aussi, etc. C'est vraiment un positionnement consistant à dire je vais faciliter l'accès et en le facilitant, encore une fois, je parle tout de suite de l'étape 5 là, dans la boucle. En fait, je suis devenu un facilitateur, je sais vendre, entre guillemets. Et donc, du coup, ce n'est pas parce que je laisse les gens se parler, au contraire, etc., que du coup, je vais perdre le contrôle, que je vais perdre la valeur ajoutée et arrêter de faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Là, c'est pareil, c'est un peu une révolution intellectuelle ou mentale, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. Mais bon, voilà. Donc après, l'idée, c'est de passer d'un mode « je cherche à bien acheter », qui est un mode, évidemment, il faut continuer à chercher à bien acheter, on va abandonner les bonnes pratiques pour autant, mais de passer à un mode où, bon, en fait, je rajoute en fait une couche qui est comment est-ce que je peux aider le business. Et d'ailleurs, souvent, le business, il ne le sait pas forcément comment vous pouvez l'aider. Et souvent, c'est quand même à vous de le trouver. Mais dans cette logique-là, et pour ça, il faut quand même comprendre ce qui les tient éveillés la nuit, comme on dit. Donc voilà, ça c'était le talent du service, en fait, devenir un prestataire de service en interne. Alors le deuxième, c'est c'est une expression que j'ai l'impression qu'elle est en train de devenir à la mode, l'acheteur augmenté. Et puisque Nathalie, vous nous disiez que hier soir, vous aviez pas mal discuté autour de ça. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans un mode, en fait, presque être obsédé par la data. C'est ça l'idée. En fait, même si tout ce dont on va parler, c'est très dans le relationnel, la posture, etc.,
on est quand même fondamentalement un métier de chiffres. Et ça, jusqu'ici, parce que les technologies, encore une fois, n'étaient pas vraiment là, parce qu'on n'est pas non plus nécessairement soi-même avec une disposition très sur le data crunching ou je ne sais quoi. Et en fait, on n'était pas forcément très bon en la matière. Et bon, évidemment, il y a l'ère du temps, il y a toutes ces tendances, etc., avec les data scientists et autres. Mais en gros, il y a besoin de data tout le temps dans les achats. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, pardon. Vous en avez besoin évidemment pour faire votre stratégie achat. J'ai juste mis cette petite image à gauche, là, sur ce modèle là, que j'aime bien, moi, qui est Structure Conduct Performance, qui est un modèle en fait d'essayer d'établir des stratégies achats en regardant vers l'avenir à travers le pare-brise plutôt que dans le rétroviseur. Souvent, presque tout le temps d'ailleurs, les stratégies achats, elles sont construites en regardant de la donnée sur le passé. Qu'est-ce qu'on a acheté, machin, comment ça s'est passé et tout. Et là, SCP, c'est un modèle qui n'est absolument pas une création intellectuelle ni de moi, ni de TNP, ni qui que ce soit. C'est le modèle consistant à dire, en fait, j'analyse la structure du marché, et là, il vous faut de la donnée. Par rapport à ça, en fait, je vais essayer d'en déduire quelle va être la conduite, le comportement, la stratégie en fait, des principaux acteurs sur le marché. Et donc, du coup, ça va les amener à se différencier de certaines façons au niveau de leur performance, qui donc, du coup, et c'est pour ça que c'est une boucle, du coup, modifie la structure du marché à nouveau. Et donc, sur la première et la troisième étape, vous avez vraiment besoin de beaucoup de données. Et ça c'est vraiment une façon d'appréhender de la définition stratégie achat qui est plus efficace d'une part et qui va être surtout beaucoup plus convaincante quand derrière vous présentez vos chiffres, etc. Et du coup, les conclusions que vous en tirez qui peuvent être discutables, mais pas les chiffres, à vos interlocuteurs internes pour vendre la stratégie achat. Là aussi, je vais te demander à un moment donné de nous raconter ton expérience. Évidemment, identification et traitement des risques, la gestion de la performance, etc., etc. Et là, en fait, le message, pour moi, c'est ça. C'est de dire, dans la mesure où, évidemment, si vous êtes dans une plutôt petite entreprise avec peu de moyens, ça ne va pas être très réaliste. Mais le message que nous, on fait passer aux clients qui sont des ETI d'une certaine taille ou évidemment des grands groupes, c'est de dire, vous devez vous doter de vos moyens. Pour deux raisons. Premièrement, tout le monde pense que la data, finalement, on peut le faire. Beaucoup de gens pensent que la data, finalement, c'est comme la prose de M. Jourdain. Hein. Il suffit de s'y coller et puis voilà, on le fait. Ce n'est pas vrai. En fait, ça nécessite le fait déjà d'arriver à aller trouver la data et ensuite de la faire parler, la data. C'est des expertises qui sont quand même à développer, à acquérir ou en tout cas à mettre en place et qui ne sont pas innées, qui ne sont pas naturelles. Et puis l'autre point, quand je dis Digital Factory, alors ça c'est un truc aussi, moi ça me rend fou. Donc on travaille avec des dirigeants achats et puis on veut mettre en place un certain nombre de choses. Et là, ils nous disent, ah oui, mais en fait, il faut que la DSI dise qu'elle est d'accord. Ah, ok, on va lui demander. Et la DSI, elle dit, ouais, attends, alors d'abord, il y a ça, il y a l'ERP, il y a la prod, il y a la finance, etc. Je m'occuperai des achats après. Et vous êtes tout le temps en queue de la liste d'attente, quoi, Et donc là, l'idée, c'est notamment ce qu'on a fait nous chez EDF. Donc, quand on a fait la transformation des achats d'EDF, on dit bon, ok, on va arrêter de dépendre de la DSI, on fait notre propre DSI. Enfin, c'est ce que EDF a décidé de faire sur notre suggestion. Et donc, si vous avez si vous pouvez mettre en place votre propre Digital Factory, ça va vous changer la vie. Sur la data, témoignage super intéressant encore une fois de François, que je n'ai pas fait venir pour rien, justement avec les exemples qui relevait d'une démarche qui m'a frappé quand il m'en a parlé, qui était la démarche de dire je vais instaurer le lean dans la fonction achat. Alors que c'est pas, a priori, pour moi, le lean, c'est la prod, hein, mais bon. Alors, c'est mon premier passage en Razmot sur le lean. Ouais. Je vais commencer par l'exemple et ensuite je lui dirai le pourquoi de l'approche. L'exemple, le terrain de jeu, c'est les achats de travaux. Les achats de travaux dans l'univers SNCF Réseau, c'était à l'époque de l'ordre de un peu plus de 3 milliards d'euros. Des travaux de voies, bien sûr, de voies ferroviaires, et des travaux de bâtiments, des travaux en gare. On a une perception commune qui est qu'entre la signature du contrat et la clôture du contrat, on a la technique classique des fournisseurs du BTP. On ne dira pas lequel en premier. C'est-à-dire j'instruis les claims dès que je démarre mes travaux et j'arrive à la fin des travaux au moment de boucler et je me tape une petite négociation pour rehausser les prix. La perception que nous on en a chez SNCF Réseau, qui est donnée par le contrôle d'État, en fait, qui doit passer nos marchés, c'est plus 15%.
entre la signature du contrat et l'achèvement du contrat. Ça, c'est la perception. On pense à peu près savoir pourquoi, et là, ça commence à dériver, c'est-à-dire que les acheteurs ont des perceptions, les juristes ont des perceptions, les financiers ont des perceptions, et bien sûr, les gens de la prod, ceux qui réalisent les chantiers, ont des perceptions, et là, on se dit, tiens, on n'a pas les mêmes perceptions. Donc ça, c'est déjà premier intérêt, comment on fait pour se rejoindre. Et ensuite, le combien, effectivement, on se dit, c'est de l'ordre de 15%, mais est-ce que c'est 15% partout? Donc, le parti pris qu'on a choisi, c'est de dire, on démarre effectivement des méthodologies qui sont issues de la prod, hein, qui sont principalement des DMAIC, donc une phase de description de la problématique, une très grosse phase de data, d'analyse de la data, ça c'est le Six Sigma, et ensuite un travail collectif d'identification des solutions, un travail que vous connaissez tous, hein, des post-it, on vote, on priorise, et on propose des solutions. L'exemple là, donc, c'est la dérive sur les achats de travaux. On nomme un chef de projet. Alors, la technique était toujours la même. On nomme un chef de projet, on le forme Green Belt pour qu'il ait tous les outils de conduite de projet, de résolution de problèmes. On l'aide à constituer son groupe qui est divers et varié. On analyse sur ce sujet-là 3500 commandes ou contrats sur un espace-temps de 4 ans. Donc, on travaille à peu près sur 2 milliards et 2,5 milliards d'euros d'achat et on séquence toute cette data. Le chef de projet et son équipe passent à peu près 2 mois sur les 6 mois à avaler de la data, à la recracher et à se noyer avec. Mais in fine, on arrive avec des séries statistiques. Donc, vous imaginez 3500 bons de commande. Comme le disait Guillaume, on est d'accord ou pas avec les conclusions. En attendant, la data, elle est irréfutable. Et donc, ce travail-là nous a permis d'arriver vers nos prescripteurs en disant, bah voilà, on confirme les chiffres qu'on avait tous en tête, c'est 13%. La moyenne, c'est 13% sur les 4 ans. Par contre, ce n'est pas 13% partout, c'est dans certaines catégories d'achat et en fonction de certains types de travaux et de montants, ça peut être 20%. Dans certaines autres, ça va être 7%, 5%, la moyenne fait 13%. Ça, c'est la première chose contre-intuitive. C'est très différencié. La deuxième chose contre-intuitive, c'est pourquoi. Et là, on s'est rejoint. C'est-à-dire qu'on était dans nos ateliers de travail collectif et on s'est aperçu que dans les grands ouvrages d'art ou ouvrages en terre, donc plus de 50 millions d'euros, si certains points du cahier des charges, l'étude géothermique, l'étude de la nappe phréatique, étaient oubliés lors du cahier des charges, et bien ce point spécifique avait un impact moyen de 17%. Ce point spécifique avait un impact moyen de 5%. D'où le message qui remet les acheteurs en posture par la maîtrise de la data, de pouvoir aller voir le prescripteur et lui dire « attention, si tu oublies ce point-là, pense à mettre un aléa de 17% parce que statistiquement, c'est ce qui va nous arriver. » Donc ça, c'était pour l'exemple. Le pourquoi on a fait ça, c'est les achats sont les seuls à avoir la vue d'ensemble de la data, à pouvoir consolider des données techniques, des données financières, des données fournisseurs. Donc, on est vraiment le point de croisement de toute cette data-là. Et deux, ça nous a permis de le mettre dans le mode de fonctionnement des acheteurs, c'est-à-dire quand j'ai une problématique, alors pas tous les matins quand je dois acheter un truc à 2000 balles, mais quand j'ai un vrai sujet complexe, un projet multipartie, multi-tenant, moi, j'arrive avec la data et donc j'instaure cette discussion de collaborer ensemble sur l'élaboration des solutions. Et là, je me mets effectivement, comme le disait Guillaume, dans une posture d'amener de l'intelligence dans le business. Après, le prescripteur fait ses choix, prend ses risques, mais à minima, moi, je lui ai amené l'analyse des risques et des voies de sortie qu'il pouvait avoir. Alors, moi, vous voyez pourquoi j'étais particulièrement intéressé par ça, mais il y a un message fort pour moi qui est de dire on n'est pas naturellement, encore une fois, je généralise, mais je pense que c'est quand même très majoritairement vrai, l'acheteur à la base, et quand je dis l'acheteur, c'est quel que soit son niveau de seniorité, pas forcément naturellement quelqu'un qui est orienté data. Et ça, en fait, il faut profiter un peu de la vague là, qui est en train de se passer depuis déjà quelques temps. Hein. La data, la data, la data. Mais oui, la data. Et donc, il y a le rôle des dirigeants, pour moi, de la fonction achat par rapport à ces sujets-là, c'est de susciter et de faire en sorte, comme François l'a fait, d'acculturer, si je puis dire, les professionnels de l'achat. Non, tout doit partir de la data. Et de toute façon, même si on sort un petit peu de la fonction achat en général, quoi, il faut je trouve qu'il y a des ouvrages, comme par exemple, il y a un ouvrage qui est très connu qui s'appelle Thinking Fast and Slow, qui est justement sur tous les biais cognitifs qu'on peut avoir. Et la seule façon d'aller un peu à l'encontre de ces biais cognitifs, c'est, quels que soient les sujets, hein, il n'y a qu'à écouter quelqu'un comme Jean Covici, hein, c'est la data, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et là, vous apportez de l'intelligence, vous apportez déjà du service, vous apportez de la valeur. Et vous êtes hyper crédible, quel que soit votre niveau de
Donc, je crois que pour toi, c'était des acheteurs, entre guillemets, simples acheteurs, et qui dialoguaient avec des patrons d'entités de l'infrastructure de SNCF quand même. L'exemple que je donnais, c'est un acheteur projet sur la région de Metz qui a mené ce projet. Voilà. Je suis conscience du temps. On a encore 3. Mais si vous voulez intervenir, allez-y, hein, surtout. Hein, si vous voulez réagir ou. Un peu, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, en général, je suis un peu comme une locomotive lancée, quoi. Pour m'interrompre. Donc, j'y vais alors. Alors, le troisième, c'est l'histoire de l'organisation, c'est l'histoire du collectif. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus à l'essentiel. En fait, il y a un certain nombre d'inconvénients. Il y a évidemment des avantages. On n'a pas fait ces organisations par catégorie, par famille d'achat, etc., pour rien, ou par projet achat, etc. Mais il y a un certain nombre d'inconvénients. Encore une fois, on n'est pas en mode. Oui, alors moi aussi, j'ai eu la chance de passer entre les mains d'un coach. Et à un moment donné, il m'a dit un truc qui m'est resté. Il m'a dit il faut sortir de la tyrannie du ou. Donc, on n'est pas en mode ou l'organisation en catégorie ou pas de catégorie. Voilà. Donc, l'idée, là, c'est de dire il faut savoir quels sont les inconvénients, entre guillemets, ou les dangers ou les risques d'une organisation par catégorie et du coup s'y adapter. Donc, les inconvénients, j'ai essayé de les résumer là. Vous mettez en place quelqu'un en charge d'une catégorie d'achat, une famille d'achat, etc. Donc, il y a toute cette démarche d'apprentissage, d'aller descendre dans la courbe, etc. Et du coup, comme vous avez quand même fait l'investissement, bah, vous voulez quand même avoir votre retour sur investissement. Et puis alors, là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez déjà eu votre retour sur investissement, mais là, il va falloir faire changer la personne quand même. Ah, on va revenir avec quelqu'un qui ne va pas connaître le sujet, etc. On va avoir de la perte, etc., etc. Donc, on a tendance à garder la personne sur ces dossiers-là, sur ces sujets-là, peut-être plus longtemps que ce qu'on devrait, en fait. Ce qui, d'ailleurs, devient de plus en plus compliqué avec les nouvelles générations qui arrivent, hein, et qui ne sont pas forcément du style à s'enchaîner au radiateur. Alors, il y a un autre problème qui est la sous-exploitation de la capacité. Vous avez une équipe pas forcément pléthorique. Et ben là, en fait, on est tous passés par là, hein, dans nos jobs d'acheteur ou responsable de catégorie d'achat ou quoi. Ben, il y a des moments où on doit travailler 15 heures par jour, puis il y a des moments où, sincèrement, on est plus en mode régime de croisière et où là, il y a peut-être un peu moins à faire, etc. Et comme on est dans son sillon, entre guillemets, bah, en fait, oui, on vit soi-même ses creux et ses bosses de charge. Et nos camarades, nos collègues à côté de nous, pareil. Et donc là, à partir du moment où on sort un petit peu, on arrive à travailler de façon plus collective, bah, en fait, au moment où une ressource en particulier est un petit peu moins sollicitée sur son sujet, bah, elle peut aller contribuer aussi au sujet des autres. Et puis, bon, ça s'applique aussi, non seulement en termes de capacité par rapport à la charge de travail, mais évidemment aux compétences. Voilà. Donc, et compétences, je pense aussi aux soft skills, etc., pas forcément. Et donc là, l'idée, c'est de dire, il faut arriver à ajouter à ces organisations, parce qu'il faut quand même bien s'organiser, que les gens aient des responsabilités, mais faire travailler un peu avec du fonctionnement collectif. Donc, un des exemples de ça, mais ce n'est pas le seul. C'est une technique, d'ailleurs, dont j'ai découvert ça il y a 3 ans, donc ce n'est pas vieux, hein. Mais le co-développement professionnel, tout le monde ne connaît pas, hein, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, il y a une vraie technique là-dedans. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu qualifié, certifié pour l'animer. Vous faites venir, il y a quelqu'un qui a un problème. Moi, je viens avec mon problème, je suis le client, entre guillemets. Et j'ai mes collègues, ils vont se mettre autour de moi, ils vont vraiment physiquement se mettre autour de moi. C'est un truc qui dure 1 heure, hein. Moi, j'explique mon problème et ensuite, chacun te prend la parole, etc. Et donne ses idées, tu pourrais peut-être faire ci, etc., faire comme ça, etc. Et c'est très structuré. Et c'est d'une puissance, mais phénoménale, phénoménale. Là, juste à titre d'exemple, donc on a beaucoup travaillé avec les équipes, et croyez-moi, c'est des gens d'assez haut niveau, hein, aux achats d'EDF. Enfin, l'acheteur EDF, en gros, en dessous de 500 millions, c'est son portefeuille, quoi, hein. Donc, on est en train de parler quand même de gens d'un certain niveau. Et en fait, tout un tas de circonstances qui seraient trop longues d'expliquer, on a été amené à les faire travailler comme ça ensemble. Et moi, j'étais absolument sidéré par l'intelligence. Et des gens qui traitaient des sujets qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, hein. Mais ce que chacun pouvait apporter à l'autre, ils ne se connaissaient pas forcément avant entre eux, etc. Donc, c'est comme ça. Juste, Guilhem, c'est super intéressant. Vous avez travaillé avec donc des coachs. Comment ça s'est mis en place un peu plus concrètement, tout ça, en fait, parce que ça nécessite quand même un cadre, une animation. Oui. Enfin, oui. Ben, ça là, se en prépare. l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de cette transformation de la fonction achat qui a été menée par Stanislas Landry, petite parenthèse,
il a récolté un trophée spécial à la soirée des trophées des achats en juin dernier, juin ou juillet, je ne me souviens plus, parce que, enfin, je veux dire, je ne veux pas parler négativement d'EDF, mais vous lancez dans la transformation des achats d'EDF, je veux dire, ils sont quand même, au départ, ils ont les bottes dans le béton, quoi, hein, ces gens-là. Et lui, il a eu le courage et l'intelligence, le courage de s'y lancer dedans et l'intelligence d'y arriver. Bref, fin de la parenthèse. Et je le dis d'autant plus à mon aise que, en fait, maintenant, il a évolué d'ailleurs, il est passé du côté commercial, hein, mais il vient juste d'évoluer, Oui. hein, mais c'était remarquable. Bref, et donc, en fait, donc, il y a cette transformation qui conduit à des nouveaux rôles, à un nouveau positionnement aussi, où justement, il s'agissait pour eux de devenir un petit peu des... En fait, en gros, il faut qu'ils fassent changer des sujets comme par exemple de politique industrielle, des relations avec Framatome, dont ils sont à la fois, je cite ça à titre d'exemple, ils sont à la fois actionnaires majoritaires, puis aussi ils en sont clients, puis enfin, c'est très compliqué tout ça. Et évidemment, le responsable de catégorie achat, lui, il n'a aucun pouvoir hiérarchique sur des gens qui sont directeurs de la production nucléaire, enfin vous imaginez, quoi, des gens qui ont plus que 5 barrettes sur les épaules, quoi. Et là, en fait, il n'a pas le pouvoir hiérarchique. Ils n'ont même pas de... C'était ce que je racontais au début sur le régalien. Ils n'ont rien de tout ça, hein. Et là, il faut quand même qu'ils arrivent à influencer. Donc, du coup, on a été rappelé, après la démarche d'ingénierie de la transformation, en fait, en disant comment vous pouvez nous aider à faire en sorte qu'ils endossent ce nouveau rôle, qu'ils s'habillent avec ces nouveaux habits et puis qu'ils deviennent efficaces. Parce qu'en fait, il y a un gros danger dans ces cas-là, c'est qu'ils deviennent des éléments de décoration, hein, des overheads purs. Donc, en fait, ça sera uniquement par rapport à l'impact qu'ils auront qu'on pourra apprécier leur valeur ajoutée. Donc, on est en plein dans le service, etc. Et là, en fait, la réponse, pour des raisons y compris budgétaires, parce que s'il avait fallu faire du coaching individuel, ça aurait coûté une fortune. Donc, on a été amené à organiser ces séances de coaching collectif, des coachings opérationnels. Donc, on ne traitait que des sujets à porter avec eux, des sujets très concrets. Mais par contre, on a travaillé sur une dizaine de pratiques de mise en œuvre. Donc, ce n'est pas des pratiques achats, c'est des pratiques de mise en œuvre qui ont beaucoup à voir avec les soft skills, etc. etc. Et la façon de les faire travailler là-dessus, ça a été de dire, on ne va pas vous expliquer la vie, on ne va pas vous faire du top-down, on va pas vous... Voilà. Et en fait, le mieux, c'est, on n'a pas fait vraiment dans la technique du co-développement, mais c'était l'esprit du co-développement. Et donc, où chaque participant, en fait, venait apporter la réponse, des éléments de réponse au sujet de l'un d'entre eux qui était choisi à ce moment-là comme support de mise en œuvre de ces pratiques. Donc après ça dépend vraiment de chaque contexte, pour répondre à votre question, Nathalie, mais franchement, la technique elle-même de co-développement professionnel, c'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer tout le temps, partout, quels que soient les sujets, mais en dehors de la fonction achat, évidemment, dans les achats, évidemment aussi, et qui est, encore une fois, c'est 1 heure de temps de l'équipe, et ils adorent ça, quoi. Les gens, évidemment, la personne qui est le client ou la cliente en bénéficie au premier chef, mais toutes les autres personnes sont super excitées, et le fait de participer ensemble aide beaucoup. Et ça crée du lien entre les équipes et c'est relativement accessible. Il ne faut pas avoir fait 10 ans de formation au co-développement pour pouvoir le mettre en œuvre aussi. C'est super intéressant. Ouais. Il y a juste, je ne voudrais pas oublier, non, ça, c'est pas grave, on pourra en parler très rapidement. En fait, toi, tu me parlais, François, de justement, en fait, dans ton expérience actuelle, là, et les retours que tu as vus, parce qu'en fait, ça a à voir, ce fonctionnement collectif, ça a beaucoup à voir aussi. Il y a un byproduct, excusez-moi pour le terme anglais, mais un bénéfice collatéral qui a à voir avec la rétention des talents. Parce que là, on parle de la transformation des talents, le développement des talents, mais il faut quand même les garder. Puis il y a cette pénurie de talents en ce moment. Tout le monde est confronté à ça, etc. Et en particulier avec les nouvelles générations. Et vous allez recruter un jeune de 22-23 ans, 26, qui derrière, vous allez dire, vous montez en charge de cette catégorie-là avec une perspective de l'être pendant 3, 4, 5 ans, etc. Jamais de la vie, quoi. Enfin, sauf si vous tombez sur certaines personnalités, mais ça se fait plus trop, quoi, maintenant. Le fait de travailler en collectif, plutôt que vas-y, mais sors de ce que tu as raconté sur maintenant. Là. CCI, oui. On travaille depuis le début de cette année sur le re-engineering de la direction des achats de la CCI de région Paris-Île-de-France. Et justement, c'est un des partis pris. On a une organisation qui, au début de cette année, compte à peu près un peu plus de 50% des effectifs qu'on a aujourd'hui. Et la question qui s'est posée, notamment, qui m'a été posée,
c'est comment on fait pour embarquer tout le monde. On a de jeunes acheteurs qui arrivent d'un peu partout, avec des expériences vraiment diverses et variées, achat public, pas achat public, administration, entreprise. Et donc, le but du jeu, c'est forcément, c'est des nouveaux, c'est des talents, puisqu'on les a choisis, comment on les embarque et comment on les retient. Et le mode de travail que j'ai proposé à la direction générale, c'est celui dont je vous parlais sur SNCF Réseau, c'est toujours l'esprit Lean, c'est on co-développe l'organisation. Et donc, l'objet, ce n'est pas d'arriver en disant je suis un senior, voilà l'organisation type qui convient à vos besoins. C'est de dire on a une direction qui est celle d'avoir une organisation qui est transverse et qui pourra couvrir tous les besoins qu'on ne couvre pas aujourd'hui, d'ailleurs, de la CCI. Et donc, on va créer des groupes de travail sur des thématiques. On a une première thématique qui est la partie process. Comment on définit les process de A à Z, de j'ai une idée, j'ai clôturé un contrat, on monte un groupe de travail et on travaille, on définit les process ensemble. On a besoin de se doter d'une politique RSE en matière d'achat, on monte un groupe de travail, c'est le meilleur exemple qu'on a sur la partie CCI. Le groupe de travail est devenu, alors on a pondu une politique RSE qu'on a fait valider par la direction générale, et ce groupe de travail est autoporteur et continue à travailler ensemble sur la mise en œuvre, sur les leviers qui sont applicables. Ça, c'est sur la partie CCI. Et le petit plus de la partie CCI, c'est qu'en donnant des responsabilités et en donnant des chemins de se construire à des jeunes acheteurs, vous avez beaucoup plus de chances de les retenir, plutôt que d'avoir un boulot opérationnel où on sort de l'appel d'offres. Quand vous leur dites « est-ce que tu peux m'aider à réfléchir sur la RSE ?» Ils se documentent, ils vont chercher, ils vont discuter, ils regardent autour d'eux, ils viennent avec de l'input et c'est très valorisant pour eux. Notre prochain chantier, c'est on vient de finir l'analyse de la maturité de l'organisation avec eux. Et notre prochain chantier, c'est la définition de la cartographie des compétences. Ça, c'est sur l'environnement CCI. Sur l'environnement réseau, cette approche, elle nous a servi à créer des nouveaux métiers. Quand on a fusionné RFF et SNCF Infra, on s'est aperçu que les deux entreprises avaient une vision différente de certains métiers. Et l'exemple type, c'est dans les milieux des achats, c'est le contract management. Les gens de l'ingénierie qui menaient les projets avaient leur vision du contract management. Les juristes, ils avaient une vision qui est souvent la plus simple, c'est on n'a qu'à aller au tribunal et on regardera après. Les gens de RFF qui géraient les budgets avaient leur propre vision. Et nous, on n'avait pas de théorie d'achat. Et donc, on a créé cette entité de contract management et on leur a donné le challenge de se créer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a nommé un responsable, il s'est créé une équipe de travail. Et par ces méthodes de travail collectif, ils sont revenus vers nous. Donc, ils ont travaillé avec des acheteurs projets, des acheteurs catégories, des acheteurs de production. Ça, on l'a fait dans la famille achat, c'est-à-dire qu'on a auto-déterminé ce qu'était le contract management pour les achats, ce qui fait qu'on a eu une fonction de contract management qui apparaissait bien en adhérence avec les différentes interfaces qu'on avait. Voilà. Alors, comme j'ai conscience du temps qui nous reste, je vais juste accélérer un petit peu. L'idée, là, c'est de dire essayer de sortir un petit peu, pas complètement, mais d'enrichir le mode de fonctionnement un dossier, une tête par ce qu'on appelle des pratiques de staffing, ce qui est ce que font la plupart des entreprises qui sont dans le domaine des services professionnels, où en gros, il y a un projet, il y a un besoin. Alors, c'est la façon là, dont François l'a raconté, où on met un groupe de travail. L'idée, c'est ça, en fait, c'est de dire, là, il y a tel projet. Alors, dans la notion pratique de staffing, c'est de dire, je vais avoir besoin de tel type d'expertise, de tel type de compétences, de tel type de personnalité. Et enfin, voilà, vous êtes Didier Deschamps, je ne suis pas amateur de foot, mais en ce moment, on ne peut pas y échapper. Vous êtes Didier Deschamps et vous constituez votre équipe. Vous avez besoin d'un défenseur latéral, d'un avant-centre, etc. Le talent de la diversité. Alors, non, mais celui-là, je ne voudrais pas vous pousser à avoir un serial killer dans votre équipe, donc je change d'image. Mais là, je vais essayer de passer un peu rapidement. En fait, en gros, si vous voulez, l'idée, c'est de dire, si vous voulez avoir le set de compétences, le set d'expertise, d'expérience, etc., ça veut dire que vous avez besoin, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est très bon en relationnel et quelqu'un qui est très bon en digital. Je vais tomber dans le cliché, je vous prie de m'en excuser, mais ce n'est pas toujours le cas, quoi. Des gens qui sont très bons sur l'aspect digital ne sont pas forcément, enfin, vous voyez, c'est l'image du geek, entre guillemets, bon, par rapport à l'image du relationnel. Voilà, par exemple, moi, je suis plutôt très relationnel et plutôt pas du tout digital, mais je me soigne. Pareil, vous avez des gens qui vont avoir un sens très business, pas forcément technique, d'autres qui vont être très dans la technique et pas forcément dans le business, etc. Encore, avoir tout ça, c'est quand même la perle rare, quoi. Et l'idée, c'est de dire, voilà, quoi, plutôt que d'avoir la perle rare, dans la mesure où de toute façon, vous avez besoin de tout ça parce que vous
faites face, et ça c'est une certitude, vous faites face à une diversité de challenges. Là, il vous faut une diversité de profils, de compétences, d'expertise, etc., etc. Et par contre, le message, parce que ça c'est un peu de l'enfonçage de portes ouvertes, j'en ai conscience, mais c'est dire il faut aller la rechercher. Et ça, c'est pas de l'enfonçage de portes ouvertes. En fait, si vous prenez la peine de lire ce livre blanc, on a le témoignage j'ai trouvé très intéressante. C'est en fait le CPO de Sodial. Sodial, c'est Yoplait, etc., etc. Donc Yasser Balaoui, une figure assez connue dans la communauté des achats, qui m'a dit, mais tu devrais aller parler à quelqu'un qui s'occupe justement de ressources humaines, à savoir une chasseuse de tête en l'occurrence. Et elle m'a dit, mais tous les briefs qu'on reçoit, c'est en gros, il faut que la personne, elle ait déjà fait le job. Et en fait, c'est très uniforme, quoi. C'est très monochrome, c'est très des profils types, on va dire, de responsables de catégorie achat, etc., responsable projet achat, etc. Et en fait, déjà, il y a un problème, c'est la pénurie. Et d'autre part, c'est une bonne chose, la pénurie, ce n'est pas un problème, parce que c'est ça qui va amener les entreprises à aller chercher des gens qui peut-être n'ont pas d'expérience achat, n'ont des expériences qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent apporter quelque chose à la fonction achat, en complément, parce que vous avez déjà les autres perles. Et là, on rejoint ce qu'on disait avant sur le staffing. Les autres, vous avez sur un dossier, vous avez besoin d'un certain nombre d'expertise et de compétences et de profils en termes de personnalité. Et l'idée, c'est de compléter, quoi. C'est pas recruter toujours un Dupont de plus par rapport à Dupont et Dupont. Voilà. Si je puis me permettre, Guylaine, je pense que la diversité passe aussi par les générations. Exactement. Ah oui, elle est complètement, elle est d'expérience, elle est générationnelle, etc., etc. Par exemple, nous, les vieux, ben, on se parle, on s'appelle, on se voit, on passe moins de temps sur les écrans. Et après ça, ben, les jeunes, par contre, ils ont des compétences et un potentiel énorme, même si justement, ils l'ont développé quelquefois de façon complètement différente de nous, quoi. Alors, je vais un peu finir là-dessus. Une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous êtes quand même déjà bien avancé, mais encore faut-il mériter son sort. C'est un peu ça le message. Et pour ça, ben, il faut quand même aller. Alors, puisqu'on dit le talent de se vendre, ben, c'est vendez votre talent aussi. Vous avez énormément de talent avec tout ça. Vous avez des talents parce que vous les avez rassemblés, etc. Vous les faites travailler de façon collective. Vous êtes dans une logique de service. Ben, vous avez déjà fait presque tout je dirais le trajet, le chemin. Puis il faut quand même aller le vendre dans le sens où là, le sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est le sujet de l'inhibition, le sujet de la perception d'illégitimité que peuvent avoir les professionnels achats. Non, mais attends, moi, mon rôle, c'est d'acheter. C'est pas d'aller lui dire, tu devrais faire ton business différemment si. Eh ben si. Son rôle, c'est à partir du moment où le professionnel des achats, du fait de l'intelligence de marché, grâce à l'exploitation de la donnée, etc., etc., c'est d'aller revisiter en fait l'ensemble de la chaîne de valeur et pas juste aller acheter ce qu'on lui a dit d'acheter, mais en achetant très bien. Mais en fait, d'avoir cette vision plus globale, plus business, par rapport à des données, encore une fois, de marché, des données fournisseurs, etc. Et donc d'aller influencer. Et pour ça, il faut passer au-delà en termes de quel est mon rôle, qu'est-ce qui est attendu de moi, quelle est ma mission. Et c'est ça qu'on cherche à dire en disant ben, vendez votre talent, devenez vendeur, en fait, c'est devenir un influenceur. Donc il y a un état d'esprit au départ à essayer de créer, une légitimité, notamment on a beaucoup travaillé là-dessus avec les gens chez EDF qui disent non mais moi je ne peux pas aller voir le patron de la direction de la production nucléaire. Mais si, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu n'as rien à lui dire, n'y va pas. Et surtout, n'y va pas. Et si tu as à lui dire une platitude ou de l'enfonçage de portes ouvertes, une évidence, n'y va pas. Mais si tu as à lui dire un truc auquel lui, il n'a pas pensé, et où, autant que tu saches, les gens avec lesquels il discute d'habitude n'ont pas pensé. Et toi, tu sais, parce que tu as les données, que ce truc-là, en fait, il y a une réalité derrière. Ben vas-y. Et là, il y a des inhibitions. Bon, c'est peut-être un peu le contexte aussi de la culture de management d'EDF qui fait ça, mais il y a des inhibitions au-delà desquelles il faut passer. Et ça, bon, il faut aussi un peu les accompagner, les aider, etc. etc. Et donc, en fait, juste en 2-3 mots, parce que je vois que on est presque au bout, mais quelqu'un qui va être bon en vente, c'est quelqu'un qui est quoi? C'est quelqu'un qui écoute. Parce que moi, on me disait toujours, attends, tu parles trop. Vous avez vu, je parle trop. Vous en avez eu la démonstration aujourd'hui. Mais en fait, on a une bouche et deux oreilles. Arrête, écoute, utilise tes oreilles. Donc, c'est écouter, c'est être curieux. Bon, ça, je compensais par ma curiosité, sans borne, poser des questions, etc. Et puis après, bah, il y a aussi des techniques en plus de l'état d'esprit. Des techniques, par exemple, on vous apprend, quand vous cherchez à faire de la vente, bah, vous finissez pas un entretien sans dire qu'est-ce qu'on va faire après.
On enclenche comme ça. Et c'est une petite technique, il y a des petites techniques comme ça. Et à partir du moment où vous connaissez, vous maîtrisez un petit peu ces techniques-là, vous avez enclenché le dialogue avec votre client interne, etc., dans le business. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Puis c'est beaucoup dans le questionnement. C'est pas, moi, je pense peut-être qu'on devrait faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est plus dans dans du questionnement plutôt que dans de l'apport de réponses. Et en fait, les réponses, ils les apportent et c'est là où vous avez influencé, parce que vous avez posé les questions d'une certaine façon. Et ça se développe, ça s'apprend, ça se pratique, etc., etc. Mais quand vous arrivez à être bon là-dedans, vous avez atteint votre objectif, qui est vraiment d'apporter un niveau de valeur ajoutée très substantiellement différent par rapport à simplement bien acheter, ce qui est déjà pas mal de bien acheter, mais voilà, mais que maintenant beaucoup de gens savent très bien faire. Est-ce que alors, il y en a j'avais un exemple à citer, mais on l'a déjà cité, Stanislas Landry, ex-patron des achats de EDF, qui a fait énormément en la matière et justement qui a su simplement en se positionnant de façon assez humble et assez modeste, en fait, finalement, faire en sorte d'admettre, de faire accepter toutes ces évolutions au sein d'une entreprise qui n'évolue pas facilement comme EDF. Est-ce qu'on peut prendre encore quelques minutes pour des commentaires, des réactions, des questions? Je vois qu'Agnès, vous avez une question. Oui, moi je voulais, alors je ne sais pas si mon micro est ouvert. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit et qui est très juste. C'est difficile de faire abstraction d'une organisation qui est en silo, avec des silos qui sont plus ou moins étanches selon les entreprises finalement. Et ça, c'est très dommageable pour les achats. Mais je pense que comme les achats sont en fait en contact avec l'ensemble des directions métiers qui sont nos clients de tous les jours, je pense que le rôle des achats, c'est peut-être de contribuer, évidemment aider, relayé par le top management et les ressources humaines, on ne fera pas le boulot tout seul, mais en tout cas, dans la mesure où on est en contact avec toutes ces directions métiers, c'est d'avoir cette approche très ouverte et très collégiale. Et je pense que ça, c'est aussi un vecteur d'être vraiment perçu comme un business partner et pas juste comme l'acheteur qui va aller casser les prix ou casser un fournisseur ou des choses comme ça qui sont pour moi des visions qui sont extrêmement datées quand même. Ouais. Et négatives pour les achats, je trouve. Ouais, si je peux me permettre, moi, ce que je promeux toujours, c'est le fait d'aspirer les autres fonctions. Je vais vous donner un autre exemple sur la RSE. La RSE, il y a quelques années, 2018, Patrick Jeantet, notre président, nous dit, tiens, moi, c'est un thème que je veux voir développer à fond. Il faut multiplier par 10 votre recours au handicap, votre recours à l'insertion. Et là, vous vous dites, je ne peux pas le faire tout seul. Et ce qu'on a fait avec lui, l'exercice qu'on a fait avec lui, c'est qu'il l'a martelé. Et nous, on a dit aux fonctions avec lesquelles on travaillait, venez nous aider à réaliser cet objectif parce que vous avez des bouts de solutions que nous, on n'a pas. Et on a aspiré le groupe de travail chez nous, ce qui nous a permis de travailler avec l'extérieur, des facilitateurs, ce qui nous a permis de détecter des chefs de projet qui étaient intéressés par la chose, alors que la plupart nous disaient, ah non, pas de ça chez moi, j'en veux pas. Et donc, on a aspiré les autres forces et on a sorti collectivement un travail qui a été à l'auteur de ce qu'on nous a demandé. On est passé de 100 000 à 1 million d'heures d'insertion grâce aux autres. Et là, vous vendez votre talent, effectivement, parce que quand vous citez les gens avec qui vous avez travaillé chez votre président en disant « Nous, on a juste monté un groupe, mais il y avait tel chef de projet, tel fournisseur qui est venu », là, vous vendez tout le monde et du coup, vous vendez. Ah oui, oui. Exactement. Très bien. Écoutez, merci pour votre intérêt et votre attention. Et puis, Guilhem, par contre, est-ce que c'est possible, j'imagine que les participants vont avoir envie de lire le livre blanc. En tout cas, c'est quelque chose où est-ce qu'on peut effectivement aller plus loin sur vos travaux Alors, nous, en fait, le livre blanc, moi, je pense que le plus simple, c'est, évidemment, je pourrais vous renvoyer sur notre site web, mais comme toujours en pareil cas, vous allez passer quelques minutes assez frustrantes et complètement inutilement perdues à essayer de le localiser. Donc, on a un site qui est franchement pas top, mais il est dessus. Par contre, moi, ce que je propose, c'est si vous en êtes d'accord, si vous voulez bien donner vos adresses mail, c'est que je vous l'envoie par email à chacun des participants. Et sinon, donc moi, je voulais envoyer, je ne sais pas vous, Nathalie, au niveau du CNA, si vous pouvez. Si vous en êtes d'accord, on va également, on a une plateforme de connaissances, le mettre dessus, effectivement, voilà. vous pourrez aussi aller dessus parce que je trouve, ce type de document est important aussi de le partager.
Et donc, Guilhem, on peut revenir vers vous aussi par rapport à, effectivement, vous avez travaillé avec EDF, mais je trouve ça intéressant, on peut être sollicité ou questionné sur cette, pour la mise en œuvre de coachs, en tout cas d'experts qui vont pouvoir venir conduire ce changement. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez, on peut revenir vers vous. Alors, comme je l'ai dit, on a créé, en fait, on a développé une dizaine de pratiques de mise en œuvre, ce qui était, pour être tout à fait franc, une nouveauté un peu pour nous, parce que des pratiques, des bonnes pratiques achats, évidemment, on fait ça depuis des lustres. Par contre, c'était intéressant comme challenge, je veux dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut les bloquer? Et donc, on a beaucoup travaillé dessus. Qu'est-ce qui peut les bloquer en termes de passer à ce seuil supplémentaire de valeur ajoutée, à devenir justement un peu ces influenceurs, etc. Et l'idée, encore une fois, il faut toujours se méfier de. En pareil cas, ça peut être brillant, hein, si je puis dire, mais bon, ok, et alors? Et alors quoi? Et donc, en fait, l'idée à chaque fois, c'est de dire, ça ne sert. En fait, on voulait ancrer ces pratiques de mise en œuvre dans leur vécu. Et ça n'a de sens de le faire que dans le cadre du vécu concret opérationnel des dossiers que les professionnels concernés ont à traiter. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment une appropriation de ces pratiques de mise en œuvre, un développement personnel professionnel qui fonctionne très, très bien. Mais oui, on peut très bien. Voilà. Très bien. Parfait. Nathalie, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Nathalie. C'est intéressant, merci et à bientôt. Bonne journée à tous. tous. Bonne journée, merci.